Madame la présidente, madame la sénatrice, mesdames et messieurs les députés membres de la délégation, tout d'abord, je tenais à vous remercier de nous entendre aujourd'hui afin de vous présenter notre rapport Rouge Vif. 6 mois de travail coécrit avec madame la sénatrice Dominique Vérien, ici présente, avec lesquels nous avons bien travaillé, je tiens à le signaler. Nous avons travaillé sans faille, avec une équipe de choc, et nous avons été d'accord sur les grandes lignes. Et à la fin, quand il a fallu trancher les recommandations, même si on vient de territoires ruraux, mais avec pas tout à fait la même identité, on s'est quand même retrouvés sur tous les points, je peux le dire, à quelques nuances près. On était d'accord, et je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est un sujet qui doit être, à mon sens, transpartisan. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que les querelles politiques, on en aura lorsque les lois vont être débattues sur ce sujet-là. Mais vraiment, nous, ce qu'on a pu voir et entendre sur les 300 auditions, c'est qu'il faut dépasser le clivage politique, parce que derrière ça, c'est la vie de femme, la vie d'enfant et la vie de famille. Donc je pense qu'on a tous l'intelligence d'aller plus loin que les simples querelles de clocher. Et ça, je voulais passer le message. Donc la lutte contre les violences faites aux femmes intrafamiliales, c'est évidemment une priorité du président de la République. Et le 28 septembre dernier, nous avons été missionnés par Madame la Première ministre Elisabeth Borne pour cette fameuse mission sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, qui s'inscrit dans la continuité du Grenelle des violences conjugales, mais en 2019. Cette mission avait pour objectif d'abord de faire un état des lieux pour évaluer les dispositifs existants et d'en tirer les conclusions pour améliorer concrètement et rapidement la prise en charge des victimes. Je ne vais pas trahir de secret, mais je vais vous dire que notre engagement dès le départ, ça a été de travailler sur le thème des violences intrafamiliales et de dépasser le cadre des violences conjugales. Et je pense que nous avons réussi au moins une chose, c'est à force d'expliquer aux journalistes et au travers de nos auditions qu'on avait changé le curseur de place, c'est que dans la presse, on voit plus violence conjugale, mais on voit violence intrafamiliale. Et donc, on intègre enfin les enfants. Et ça c'est d'abord, à mon sens, quelque chose d'essentiel, de ne pas oublier que c'est peut-être avant tout les enfants qu'il faut protéger, parce qu'eux n'ont pas les outils pour partir. Et donc ça, c'est un point important. Et je sais que Dominique partage ma vision des choses. Donc, comme son nom l'indique, la mission porte sur le traitement des violences intrafamiliales. Ça n'est pas juste un symbole, c'est le changement de paradigme, c'est la nuance à laquelle nous accordons extrêmement d'importance. Nous souhaitons sortir du seul prisme réducteur des violences faites aux femmes, qui excluait de facto les enfants. Donc, durant ces 6 mois, comme l'a indiqué Madame la sénatrice, 300 auditions, nous avons retracé le parcours de la victime pour aller jusqu'à la réinsertion de l'auteur. Nous avons suivi cette méthode rigoureuse que nous avons imposée à notre équipe et qui nous a permis de balayer à spectre large et de ne pas se limiter finalement au traitement judiciaire stricto sensu de une fois que le dossier arrive sur le bureau du juge, comment on fait, et puis il tranche, et puis voilà. Nous, on a vraiment voulu réfléchir à un travail de fond qui permettrait de travailler aussi au changement de mentalité. Et donc, quand on nous a dit qu'on attendait une dizaine de propositions, 10 à 15 propositions, donc on s'est dit, alors là, ça va être plus compliqué que ça, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire, vu toutes les auditions qu'on a pu faire. Force de l'ordre, magistrats, avocats, associations, médecins, victimes, infirmières, gynécologues, sages-femmes. Aucun maillon de la chaîne n'a été laissé de côté, ou alors vraiment, c'est que ça nous a échappé. Toutes les personnes qui ont voulu être auditionnées l'ont été. Et c'est important aussi de le noter. Certaines auraient pu refuser. Néanmoins, on a essuyé aucun refus pour les personnes que nous avons sollicitées. Donc ça, c'est important aussi de le noter. Un engagement de tous, une prise de conscience de tous et de tout le territoire. Parce qu'on a auditionné vraiment ruralité, ville, grande ville, petite ville. Et c'était important aussi pour nous d'avoir vraiment des exemples de tout type. Donc nous, on considère qu'on a une approche novatrice et pertinente, on peut quand même se saluer, qui nous a permis d'obtenir un panorama relativement exhaustif de la situation et d'en dresser les constats qui s'imposent.
Les chiffres, je vais vous les épargner, ils sont dans le rapport, mais on a constaté quand même depuis le Grenelle que les chiffres des plaintes ont explosé pour plusieurs facteurs, notamment la libération de la parole, parce qu'à force de parler des violences d'abord conjugales et intrafamiliales, finalement la parole se libère, et ça c'est extrêmement important. Donc si la parole se libère, les procédures augmentent. Je pense que là, on arrive à un palier. On a aussi, depuis le Grenelle, la Covid, qui a été un épisode complexe de pic de violence intrafamiliale. Donc ça, c'est un épisode qui ne correspond pas à la réalité courante, si je puis dire, donc qui fait que les chiffres ont explosé, mais ça ne signifie pas que les chiffres vont continuer à grimper. Dans le même temps, la justice s'est adaptée face à l'ampleur du fléau que nous rencontrons. Et au fur et à mesure de nos pérégrinations dans le cadre de cette mission, nous avons auditionné de nombreuses juridictions qui ont mis en place des dispositifs qui fonctionnent assez bien et dont on s'est inspiré pour faire des propositions relatives à la procédure et au traitement plus rapide et plus complet. On a auditionné à la fois des magistrats de première instance, mais aussi de cour d'appel, et un petit peu partout sur le territoire. Parce que c'était hors de question de se limiter soit à la campagne, soit à la ville, ou alors d'auditionner que Paris. Donc on a vraiment auditionné beaucoup de magistrats, qui sont forcément des magistrats qui sont hyper engagés sur le sujet. On ne peut pas vous dire qu'il y a des copiles vifs partout sur le territoire. Néanmoins, on a été quand même agréablement surprise de voir l'engagement des professionnels à tous les niveaux et des magistrats aussi. Des associations de terrain, évidemment, ont été auditionnées. Le réseau d'information sur le droit des femmes et des familles qui joue un rôle essentiel. Énormément d'engagement à tous les niveaux. Concernant à la fois la prise en charge par le milieu associatif des violences physiques et psychologiques des femmes et des enfants, mais également des hommes lorsqu'ils sont victimes, même si Dominique a expliqué qu'on parle de femmes parce que c'est quand même 85% des affaires. Et donc, on a fait des... Donc, vous savez, le bar, le TGD, tout ça, je ne vais pas y revenir, vous connaissez tout ça par cœur. Mais nos recommandations, finalement, en termes de procédure, s'articule autour de plusieurs points. La nécessité d'une appréhension accrue par la société des violences intrafamiliales, comme l'a expliqué Dominique, avec un meilleur signalement, plus de pédagogie visant les victimes et les auteurs, le renforcement de l'accompagnement des victimes et des auteurs, et ça j'y reviendrai après, des dispositifs de protection des victimes, des enfants, l'accompagnement de tous et l'organisation judiciaire. L'organisation judiciaire nous a occupés à 2 niveaux. D'abord parce qu'à chaque fois qu'il y a un féminicide, on se rend compte quasiment tout le temps qu'il y a eu un trou dans la raquette quelque part dans la procédure. C'est-à-dire qu'il y a une information qui n'a pas bien circulé. Et on a creusé ça parce que ça nous a intrigués. On s'est dit, mais comment on peut faire pour améliorer un petit peu ça? Et on s'est rendu compte que dans certains territoires, les magistrats ont mis en place donc, les dispositifs dont je vous parlais de circularisation de l'information, en mettant en place des comités de pilotage violence intrafamiliale qui n'ont pas tous la même configuration, mais qui finalement permettent, je prends l'exemple de Nantes par exemple, de se mettre autour d'une table une fois par mois avec des magistrats du siège, du parquet, affaires familiales, pénales, associations, dans le cadre d'une instance qui n'est pas décisionnaire, mais de pointer les difficultés dans les familles identifiées. Et ça permet d'éviter les trous dans la raquette et vraiment de faire circuler cette information et de voir comment intervenir en amont ou en tout cas dès le premier signal, dès les premiers signes de contrôle coercitif comme tu as pu l'expliquer parce que ça c'est un point qui nous a pas mal occupé, mais en tout cas d'avoir une vision à 360 de la cellule familiale. On a pris le parti durant tout notre rapport, de ne pas se concentrer que sur la victime, mais de se concentrer vraiment sur la notion de foyer. Parce qu'en fait, une fois que la porte est fermée, victime, auteur, tout ça, c'est parfois très compliqué, surtout quand il y a une procédure de divorce, la limite entre conflit et violence, comment les enfants se positionnent dans tout ça, et s'il y a une procédure devant le JAF, est-ce que le magistrat devant la chambre correctionnelle va être au courant si l'avocat ne le prévient pas? Et donc, on s'est rendu compte que la circularisation de l'information et des décisions de justice concomitantes, c'était un des points clés.
et notamment lorsque les premiers signes du contrôle coercitif étaient identifiés. Le contrôle coercitif intervient dans la plupart des féminicides qui sont relevés. Le contrôle coercitif, vous le savez aussi, c'est un petit peu avant l'emprise. C'est le fait de perdre toute autonomie. Donc on est dépendante économiquement, dépendante amicalement, dépendante familialement, on doit dire où on va. Alors tout ça commence par des petits signaux, puis petit à petit ça monte en puissance, puis à un moment on se rend compte qu'on ne peut plus rien faire sans demander l'autorisation du conjoint. Le contrôle coercitif, c'est ça, et ça se retrouve dans quasiment tous les féminicides. Donc quand on vous parle de circularisation de l'information, c'est aussi mieux détecter ces signaux-là dans les familles ou dans les foyers où il y a des difficultés qui existent. Donc là, dans le cadre de nos recommandations sur le traitement judiciaire, on recommande évidemment la généralisation de ces comités de pilotage violence intrafamiliale, donc avec des magistrats qui travaillent ensemble au sein d'un pôle violence intrafamiliale. Alors, je vais tout de suite expliquer pourquoi on parle de pôle et pas de juridiction. Parce que je trouve que c'est un peu facile de parler de juridiction, alors qu'on s'est vraiment interrogé. Et on est allé voir le modèle espagnol, dont tout le monde nous parle. Nous, on y est allé, on est allé passer plusieurs jours. Donc, sur le traitement de l'urgence, ils sont très bons. Donc, on s'en inspire. Sur le traitement jusqu'au jugement, ils sont moins bons. Un délai, pour un dossier simple, c'est 4 ans pour être jugé. Donc, ça, on ne le prend pas. On s'est dit, ça, nous, on va rester sur nos idées de comité de pilotage. En revanche, sur le fichier des violences intrafamiliales, le fichier Viogène, ça, on s'en inspire. Donc, on a essayé de prendre vraiment le meilleur de ce qui fonctionne en Espagne. Simplement, on a pris l'option de ne pas aller sur le terrain d'une juridiction spécialisée, tout simplement parce que si c'est pour avoir le même fonctionnement de ce qui fonctionne en Espagne dans un bâtiment dédié où il y aura la pancarte tribunal des vifs, moi je trouve ça un peu dommage de se priver d'une efficacité avant la fin de l'année, parce que là, nous, ce qu'on vous propose, c'est quand même quelque chose qui engage, le gouvernement s'est engagé à le mettre en place avant la fin de l'année. Si on part dans un truc avec le tribunal des vifs, on sera content, il y aura des beaux bâtiments, mais au final, c'est la même chose, sauf qu'on perd 3-4 ans, et puis après, des modalités pratiques qui peuvent vraiment être compliquées à mettre en œuvre, alors que nous, on reprend vraiment ce qui fonctionne bien. Donc l'argument de dire on veut un bâtiment avec... Non, c'est à un moment, il faut être efficace et il faut d'abord penser aux victimes plutôt qu'à la politique. Et je voulais vraiment insister là-dessus parce qu'à un moment, il faut parler de la réalité de terrain. Notre travail en tant que député, c'est d'améliorer la vie des gens. Donc l'engagement premier, c'est le terrain. Pardon, bien sûr. Je vais juste compléter là-dessus, parce que la rurale que je suis y est très attachée, je vous l'ai dit, c'est vraiment le secteur où on voit le plus de violence. Mais en quelque sorte, ce que nous proposons, c'est ce que l'Espagne fait aussi, puisque l'Espagne, elle a effectivement des tribunaux dédiés qui sont très très bien. On en a visité un à Madrid, il n'y a rien à dire, mais ils l'ont à Madrid. Tout comme nous, on pourrait l'avoir à Paris, Lyon, Marseille, mais pas ailleurs. Et d'ailleurs, eux-mêmes ne l'ont pas ailleurs. Et ce qu'ils font, c'est ce que nous préconisons, c'est-à-dire des pôles ou des chambres dans leurs tribunaux existants. Donc voilà, ce qui permet d'avoir un meilleur maillage du territoire. C'était juste ce complément. Merci. Oui, nous, ce qu'on propose, c'est la généralisation devant toutes les juridictions d'un pôle violence intrafamiliale, première instance et appel. Et pas simplement un à Marseille, un à Lyon et un à Paris. Donc ça, c'est aussi la grosse différence, parce que notre point de départ dans tout ça, ça a été et le dernier kilomètre, et l'accès au droit, et l'accès à la justice, et la plainte, et le premier rendez-vous médical. Si à tout ça, on doit ajouter un tribunal à 300 km, on peut être sûr que la victime, elle ne lancera jamais les hostilités. Donc on s'est inspiré de l'Espagne, on le reconnaît, mais pour des choses concrètes et efficaces qui fonctionnent. Pour ce qui concerne donc l'organisation, vous l'avez compris, ça sera un pôle violence intrafamiliale devant toutes les juridictions, première instance, appel, devant tout le territoire, également dans les territoires ultramarins qui sont encore
peut-être plus touchées par les violences intrafamiliales, en tout cas des situations extrêmement graves, avec également la proposition d'une ordonnance, une ordonnance de l'urgence, une ordonnance de protection immédiate que le gouvernement a déjà annoncé reprendre et qui aura pour intérêt de mettre la victime à l'abri sous 24 heures, avec la procédure des 6 jours qui fonctionnera encore dans le projet tel qu'on l'imaginait, mais en tout cas, en urgence, une victime qui, si elle veut partir, on l'aide à partir. Si elle veut rester, on aide à mettre en place une éviction du conjoint. En tout cas, en 24 heures, il faut qu'il y ait une prise en charge de la victime. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où la victime, elle décide de partir, c'est à ce moment-là qu'il faut la protéger parce que ça veut dire qu'elle a déjà fait un sacré bout de chemin. Et là, on ne peut pas la laisser. On ne peut pas la laisser dans la nature. Donc là, on a vraiment un engagement à prendre. Alors, le gouvernement a annoncé reprendre cette recommandation. On verra quel est l'atterrissage de tout ça devant nous au moment où les textes arriveront. Mais en tout cas, c'est une recommandation qui, pour nous, est extrêmement importante. Alors, rapidement, parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'on a déjà pas mal parlé. Alors, je fais sur l'accompagnement des victimes. Le dernier kilomètre, ou le premier kilomètre, ça dépend où on se situe, c'est souvent le plus difficile. Une fois que la victime arrive, police, gendarmerie, c'est tout de suite très compliqué. Donc nous, ce qu'on a aussi quand même préconisé, donc effectivement, il y a toutes les mesures qui concernent les associations avec la pérennisation des financements dans le cadre de conventions pluriannuelles simplifiées, mais aussi la place de l'avocat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une victime qui est bien accompagnée dès le départ, ça va être plus facile. On va réussir à plus la faire parler. Ça sera moins lourd pour elle. En tout cas, elle se sentira soutenue. Donc, l'avocat présent en garde à vue, en garde à vue ou dans le cadre du dépôt de plainte, on l'a déjà acté. Je veux dire, c'est quelque chose qui est déjà possible. Néanmoins, aujourd'hui, un avocat qui accompagne une victime durant un dépôt de plainte, il n'a pas l'aide juridictionnelle. Alors que la victime, quand elle part, en général, elle part avec rien. Elle part avec ses papiers, son gosse à la main, éventuellement le chien, une valise, et donc elle n'a pas forcément, on va dire, les 2000 € à donner à un avocat. Donc nous, on préconise l'avocat présent dès le dépôt de plainte pour toute la procédure, voire même avant. Et ça passera aussi par une prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle dans des conditions réalistes, parce qu'à un moment, l'accès au droit, c'est aussi le droit d'être accompagné d'un avocat. Donc ça, c'est de l'accompagnement des victimes. Avant, une fois que la plainte est déposée, effectivement, les associations, elles font un travail incroyable et nous, on a constaté l'engagement à tous les niveaux et il faut vraiment les considérer davantage. Dans le rapport, on avait préconisé une maison des femmes par département. Ça a été repris par la Première ministre dès le 8 mars pour justement qu'il y ait un lieu d'accueil où il y a un accompagnement de la victime avec possiblement une prise de la plainte, une conservation des preuves, des actes médicaux si besoin. Donc ça, on est vraiment sur un accompagnement de la victime au début et au long cours. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la moitié des victimes, même lorsqu'elles changent de compagnon, retombent dans un cycle de violence. À un moment, on voit aussi qu'un auteur de violence conjugale ou intrafamiliale est récidiviste dans 50% des cas. Ça questionne sur la prise en charge du psychotraumatisme de la victime, mais aussi de l'accompagnement de l'auteur. Comment on fait pour déprogrammer un peu les choses ? Il y a des travaux de la Civis formidables là-dessus, mais en tout cas, il ne faut pas qu'une fois qu'il a purgé sa peine, on le remette dans la nature et qu'il n'y ait pas d'accompagnement. Enfin, à un moment donné, c'est une question, c'est un engagement sociétal. Nous, ce qu'on propose, et vraiment, c'est accompagner évidemment les victimes, mais aussi trouver un moyen pour traiter la récidive et donc en accompagnant les auteurs. Et ça passe aussi par une mesure qui a été reprise, donc en amélioration des bracelets anti-rapprochement. Vous savez tous comment ça fonctionne. Il y a des dysfonctionnements qui ont été identifiés. Donc là, on est sur une nouvelle génération de bracelets anti-rapprochement pour justement traiter davantage à la fois les
les victimes et les auteurs. Et pour terminer, je partage ce que Madame la sénatrice a dit. Pour tout ça, il nous faut des moyens supplémentaires. Nous, on n'est pas du tout allé jusqu'au chiffrage parce que juste, on n'est pas là pour ça. On était là pour faire des recommandations sur le traitement judiciaire. Mais tout ça nécessite des fonds, nécessite de l'argent. Combien ? Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, on soutiendra absolument parce que c'est quand même le nerf de la guerre. On n'y arrivera pas s'il n'y a pas des fonds supplémentaires. Merci.